OK, donc sans plus tarder, on va passer à la dernière conférence là, sur la vaccination, sans plus d'introduction. C'est bien correct. Donc, toi, Manon. Bon, merci d'être encore là. On va clore la discussion avec un sujet. En fait, j'avais tout un défi à vous présenter où on en était avec la vaccination. Donc, j'ai fait mon possible pour recueillir le plus d'informations pertinentes à vous présenter. Donc, on va voir brièvement les types de vaccins, des soucis au niveau de l'administration. On va regarder quel pays vaccine présentement, des stratégies de vaccination, parce que c'est pas juste vaccination at large qui va être la solution. Et aussi également les impacts au niveau de la surveillance, parce que c'est pas mal ça l'enjeu. C'est pas de vacciner le problème, c'est après ça de suivre l'évolution de la maladie chez les oiseaux vaccinés. Donc, on va voir comment, par exemple, la France s'en est sortie. On va voir un petit peu des essais là, qui sont en cours, puis les impacts attendus de faire de la vaccination. Donc, une des références là, qui est vraiment très, très bien documentée, c'est ce que l'Union européenne a publié récemment. Donc, ils donnent des principes généraux de vaccination, mais il y a également des annexes où ils vont répertorier toute la liste des vaccins disponibles. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations disponibles là, si vous voulez avoir accès à ça. Je pourrais vous donner les liens. Donc, les objectifs généraux de la vaccination, évidemment, c'est qu'on veut avoir une proximité entre la souche vaccinale et le virus qui circule pour être le plus efficace possible, avoir une protection qui va être la plus juste possible pour que nos oiseaux ne s'infectent pas et ne propagent pas la maladie. On veut diminuer le plus possible la circulation du virus à travers nos troupeaux. Le grand défi, c'est d'avoir un vaccin qui est efficace pour plusieurs espèces. Souvent, les essais vont être sur une espèce avec un vaccin. On sait que ça, c'est efficace pour le canard. On ne sait pas si c'est efficace pour le dindon. Donc ça, ces données-là sont plutôt limitées. C'est difficile d'avoir énormément d'informations sur l'impact de la vaccination. Un autre enjeu, c'est de pouvoir distinguer des oiseaux qui sont vaccinés des oiseaux qui sont infectés. Donc, à l'international, la façon qu'on démontre l'absence de la circulation du virus, c'est en démontrant que les oiseaux n'ont pas d'anticorps qui sont spécifiques à la maladie, donc que le virus ne s'est pas propagé de façon silencieuse. Donc, si on se met à vacciner, il faut s'assurer que le vaccin développe des anticorps particuliers qui sont différents des anticorps qui sont développés par la maladie. Ça s'appelle la technologie DIVA, donc on va y revenir un petit peu tantôt. Puis finalement, le plus gros défi, selon moi, c'est l'application de masse. Donc, on va voir les modes d'administration. Donc, ce que l'EFSA a répertorié, c'est présentement sur le marché, il y aurait 519 différents vaccins qui sont spécifiques à H5, donc il y en a énormément. Par contre, il y en a plusieurs qui sont expérimentales, qui ne sont pas nécessairement accessibles à grande échelle. La grande majorité sont soit injectables ou nécessitent une manipulation individuelle des animaux. Fait que ça, vous imaginez, quand on a plusieurs animaux à vacciner, s'il y a de l'injection individuelle, là, ça prend énormément. Il y en a plusieurs également qui nécessitent un rappel de vaccination, donc ça prend un booster. Donc, vacciner plusieurs fois en cours d'élevage, ça vient multiplier encore les effectifs nécessaires pour faire cette vaccination-là. Présentement, aux États-Unis, il y a 6 vaccins qui sont approuvés, il y en a 38 qui sont sous restriction. Puis présentement, au Canada, on n'en a aucun qui sont approuvés. Fait qu'il y a toute une démarche qui reste à faire au niveau de tester les vaccins, de processus d'approbation, etc. Donc, il y a des choses qui vont se faire dans les prochaines semaines à Winnipeg pour le début des essais cliniques, mais juste vous dire que présentement, il n'y en a pas de vaccins qui sont approuvés. On a plusieurs technologies de vaccins, puis on est dans une ère avec la COVID où les développements de vaccins s'en va dans plein de nouvelles technologies. Fait que le but ici, c'est vraiment pas de faire de vous des experts en vaccination, mais moi, je ne le suis pas non plus. Mais je vous ai listé quelques exemples de vaccins qui sont utilisés, par exemple, pour l'influenza aviaire. Donc, on a des vaccins qui sont inactivés. Donc, dans le fond, on va utiliser une souche du virus qui ne va pas se multiplier chez l'animal. Donc, ça va développer des anticorps. Par contre, si la souche qui circule change, bien là, ça prend des ajustements par rapport à la souche vaccinale pour que ça demeure efficace. On a des vecteurs qui peuvent être utilisés. Donc, on insère une partie du matériel génétique dans un autre virus, puis ça va également venir faire un développement d'anticorps.
Il y a des nouvelles technologies qui existent qu'on appelle des protéines recombinantes. C'est ce que la France utilise présentement. Donc, c'est un type de vaccin qui permet justement de distinguer les oiseaux qui sont vaccinés des oiseaux qui sont infectés. Donc, c'est vraiment essentiel dans la stratégie de surveillance. Puis, il y a d'autres vaccins qu'on appelle des vivants recombinants. Donc, on va insérer, par exemple, une partie du virus de l'influenza dans un autre virus qui permet de faire une vaccination pour plusieurs maladies, ce qui peut avoir quand même des bénéfices là, si on veut protéger, par exemple, pour la maladie de Gumboro, la maladie de Marek, etc. Donc, ça peut être des choses intéressantes, mais là, dans ce cas-là que je vous présente, bien, c'est un vaccin qui n'est pas efficace chez le canard parce que le canard n'est pas sensible à la maladie de Marek. Donc, chacun va apporter son lot de défis à la fois en termes d'efficacité puis à la fois en termes d'administration. Présentement, quand on regarde sur le site de l'Organisation mondiale pour la santé animale, ça, c'est les différents pays qui rapportent faire de la vaccination comme mesure de contrôle. Donc, il y a des pays qui utilisent la vaccination. On va voir quelques exemples. On voit que les États-Unis et le Canada ne l'utilisent pas, puis il y a quand même plusieurs pays également en Amérique du Sud et plusieurs pays européens. En termes de stratégie de vaccination, là, il y a vraiment une discordance dans les termes utilisés, donc je ne vais pas utiliser les termes que certains pays utilisent parce que ça crée énormément de confusion. Là, on parle souvent, par exemple, de vaccination préventive, de la vaccination d'urgence, de la vaccination systématique. Puis chaque pays, puis chaque organisation utilise, ils ne s'entendent pas sur la façon de nommer les choses. Fait que moi, je vais vous dire pourquoi qu'on les utilise, puis ça va être pas mal plus clair. Donc, on peut faire la vaccination en réponse à une éclosion. Donc ça serait par exemple, on a une ferme infectée, on décide de vacciner dans un rayon de 3 km autour de la ferme infectée les autres élevages qui sont à risque. Donc c'est en réponse à un foyer d'éclosion. Donc ça serait approprié quand on a une maladie infectieuse qui se transmet facilement d'une ferme à l'autre à proximité, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'influenza, peut-être en Colombie-Britannique, mais en règle générale, ce n'est pas ce qu'on voit dans la distribution de nos cas. Ça pourrait être un bon exemple si, par exemple, on avait un parc d'engraissement avec des bovins de boucherie, avec des milliers de têtes, on aurait une éclosion de fièvre afteuse, puis que là, on se mettrait à vacciner dans le parc pour protéger les animaux autour, puis à ce moment-là, pouvoir les envoyer à l'abattoir et non les détruire. Fait que ça pourrait être des stratégies peut-être plus adaptées pour d'autres maladies. On pourrait faire des stratégies de vaccination en ciblant les fermes qui sont à risque. Donc, c'est ce que la France a décidé de faire, c'est d'y aller avec de la vaccination sur une espèce qui, eux, était d'importance et était très sensible à la maladie, qui était le canard. Donc, à ce moment-là, on va vraiment cibler la vaccination plus aux fermes qui sont plus à risque pour la maladie ou qui sont plus susceptibles à la maladie. Donc, je vous présente très, très brièvement quelques exemples de pays qui vont vacciner. Donc, le Mexique a tendance à faire de la vaccination depuis plusieurs années. Là, ils ont eu des éclosions avec plusieurs types de virus. Ils se sont mis à vacciner, à ajuster leur programme de vaccination. Donc, en début de crise, en 2022, ils ont été vraiment at large avec leur vaccination. 2 millions de doses qui ont été rendues disponibles partout à travers le pays. Là, dernièrement, ce que je lisais, c'est qu'ils ont raffiné leur approche pour cibler vraiment les régions qui étaient plus à risque, qui étaient probablement plus densément peuplées. Je n'ai pas le détail nécessairement de leur stratégie, mais c'est ce qu'ils ont décidé de faire au niveau de leur vaccination pour la crise actuelle. La Chine, je vais passer rapidement parce que d'avoir accès à de l'information est pratiquement impossible. Ils ne rapportent pas non plus nécessairement leur cas à l'Organisation mondiale de la santé animale. Je prends pour acquis qu'il y en a présentement dans leur pays, mais on ne le sait pas vraiment. L'Égypte est un autre exemple où ils vont faire de la vaccination de façon très large depuis vraiment très longtemps. Par contre, en 2007, là, il y a des articles qui sont sortis parce qu'il y avait des préoccupations dans la mauvaise utilisation du vaccin. Ça pouvait créer de la résistance et créer des mutations par rapport à la circulation du virus. Donc, il y a des ajustements dans leur stratégie de vaccination qui ont été faits suite à ces découvertes-là. Moi, dans le fond, ce que je veux attirer comme attention, c'est que je vous ai sorti les éclosions qui ont été déclarées à l'Organisation mondiale de la santé animale pour le Mexique et pour l'Égypte. Et vous avez un petit vaccin là, qui est identifié quand est-ce qu'ils ont fait de la vaccination. Tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ils ont eu des éclosions pas mal tout le temps. Là. Ça n'a pas permis d'éradiquer la maladie. Ils n'ont peut-être pas une stratégie d'éradication non plus comme on souhaite l'avoir au Canada, mais
les éclosions se sont maintenues dans le temps. Fait que peut-être qu'ils ont réduit leur pression, ils ont réduit leur impact économique, mais il y a quand même une circulation du virus qui s'est poursuivie. Aux États-Unis, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'y aller avec une vaccination très, très ciblée, qui était une vaccination d'urgence pour une espèce qui est en voie de disparition, qui est le condor. Donc, il y a très peu d'oiseaux vivants de cette espèce-là. Donc, en bas de 600 individus, il y en a la bonne majorité qui sont en liberté. Donc, quand ils ont vu des cas d'influenza aviaire chez ces espèces-là, il y a un petit moment de panique que la race pourrait être éradiquée. Donc, ils ont vacciné de façon préventive là, ces animaux-là. Les États-Unis préparent des essais cliniques également. Je ne sais pas s'ils ont déjà commencé ou pas, mais évidemment, eux, leur enjeu principal, c'est l'application de masse. Donc, ils souhaitent vraiment utiliser un vaccin qui va être, par exemple, administré dans l'eau, donc qui ne va pas nécessiter une manipulation individuelle, là. Vous connaissez l'ampleur de leur industrie, là. Vacciner individuellement des animaux, c'est comme insoutenable, là. Donc, ici, vous voyez justement les éclosions au niveau des États-Unis. Donc, vous avez l'éclosion de 2015 où les Américains avaient rapporté qu'il y avait énormément de transmission latérale entre les fermes et ils avaient sérieusement considéré faire la vaccination. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Dans l'éclosion actuelle, qui est une éclosion ou un événement de plus grande ampleur, on voit beaucoup moins de transmission latérale entre les fermes. Il semble y avoir eu des séparations. Je ne sais pas comment ils l'ont géré, mais il y a seulement 15% des transmissions des fermes infectées qui étaient de la transmission latérale. Donc, quand on a des introductions indépendantes comme ça, d'utiliser de la vaccination, on ne peut pas le faire avec suite à un foyer. Ce n'est pas de la transmission qui se fait localement entre les fermes quand c'est des points de source d'introduction comme ça. Donc, les Américains en discutent, mais honnêtement, l'impact sur leur marché international est tellement grand que ça me semble être un sujet chaud et délicat de leur côté. Pour la France, eux aussi ont vécu plusieurs éclosions d'influenza aviaire. Ce n'était pas tout le temps du H5N1. Évidemment, dans les dernières années, ça l'était. Ils ont été durement touchés dans leur réseau de canards au début de 2022. Et ils ont décidé de vacciner relativement récemment, là, en octobre 2023. Donc, on verra ce que la suite nous dira. Là, il est trop tôt pour évaluer si l'impact de leur vaccination va être intéressant ou pas, mais je vais quand même vous présenter le détail de leur programme parce que ça va vous donner une idée de si nous, on décidait de vacciner, à quoi ça pourrait ressembler aussi pour nous. Donc, la France a décidé de cibler tous leurs élevages de canards qui étaient destinés à faire de la chair ou du foie gras, qui avaient plus de 250 canards, donc ils ont comme éliminé les petits troupeaux. Ils ont interdit la vaccination pour les reproducteurs qui étaient destinés à l'exportation. Donc, en tout, ça ciblait près de 3000 fermes, 64 millions d'oiseaux à vacciner. Ils évaluaient les coûts à 150 millions, dont la grande majorité était couverte par le gouvernement français. Donc, c'est assez important. Donc, ils utilisaient un vaccin qui est développé par Boehringer, que je vous ai parlé tantôt, qui permet, avec une technologie d'IVA, de différencier les oiseaux qui sont vaccinés des oiseaux qui sont infectés. La campagne de vaccination est une campagne obligatoire qui a débuté en octobre 2023 sur une période d'1 an. Donc, on verra s'ils vont renouveler la chose ou pas. Au départ, le programme de vaccination visait 2 doses, donc une première dose à 10 jours, une deuxième dose à 28 jours. Récemment, en décembre 2023, ils se sont rendus compte que l'immunité diminuait quand même de façon importante et qu'une troisième dose était nécessaire, particulièrement chez le canard de foie gras. Donc, vous voyez l'ampleur de la main-d'œuvre qui est sollicitée pour faire ça, c'est vraiment astronomique. En janvier dernier, ce qu'ils ont rapporté, c'est que sur les 64 millions d'oiseaux qui étaient destinés à être vaccinés, il y en a 12 millions qui l'ont été. Fait que ça ne progresse pas si rapidement, là. C'est quand même toute une tâche qu'ils se sont donnée, là. Le fait de vacciner les oiseaux, ça engendre des impacts au niveau de la surveillance parce que techniquement, si tu vaccines un oiseau, il devrait moins présenter les signes cliniques, il devrait même
idéalement ne pas s'infecter, mais s'il s'infecte, ne devrait pas présenter les signes cliniques et de la mortalité comme un oiseau pas protégé le ferait, mais ça implique donc qu'on doit faire une surveillance rehaussée. Donc, le programme qui se sont dotés, c'est que les producteurs doivent soumettre une fois par semaine leurs oiseaux morts. Donc, 5 oiseaux morts doivent être soumis pour que le gouvernement puisse faire des tests PCR, détecter la présence ou la circulation du virus. En plus de cette soumission hebdomadaire, il y a un vétérinaire du gouvernement qui se déplace sur les sites à tous les mois pour faire des analyses sur des oiseaux vivants. Donc, il y a des échantillonnages sur 60 oiseaux qui est fait, encore une fois, pour essayer de faire la détection précoce de la circulation d'un virus qui se ferait de façon silencieuse. À la fin du lot, il y a une analyse additionnelle qui est faite, qui est de la sérologie. Donc, on essaie d'aller voir si les oiseaux ont développé des anticorps contre la maladie versus les anticorps développés par le vaccin, pour justement voir si les oiseaux ont été exposés au virus. Vous imaginez la logistique de tout faire ça, la pression sur les laboratoires, la pression sur les ressources. Je ne sais pas comment on pourrait gérer ça ici, c'est vraiment astronomique comme travail. Ça a par contre engendré des changements dans leur façon de gérer la crise, parce qu'il faut comprendre qu'au départ, en France, quand il y avait une ferme de canards infectée, il y avait du dépeuplement préventif qui se faisait dans un rayon d'1 kilomètre autour de la ferme infectée. Et nous, on n'utilise pas cette stratégie de contrôle, c'est peut-être leur réalité de façon de fonctionner, de dépeuplement d'oiseaux qui sont élevés beaucoup en parcours à l'extérieur. On n'a pas culturellement les mêmes types d'élevage qu'eux. Mais maintenant, leur approche, ça va être après la vaccination, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire ce dépeuplement préventif-là dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, ils vont certainement sauver des ressources et sauver des coûts au niveau de l'indemnisation, mais on verra dans le temps si ce processus-là fonctionne. Malheureusement, en janvier dernier, ils ont fait face à leur premier cas positif chez des canards vaccinés. Donc, c'était un troupeau de 8700 canards de Barbarie qui étaient doublement vaccinés. Ils avaient eu leur vaccination au mois de novembre, à 10 jours, 30 jours, comme prévu. Ce n'est pas une espèce qui était ciblée pour une 3e dose non plus, parce que ce n'est pas des oiseaux à gaver. Les oiseaux étaient âgés de 74 jours au moment de l'infection, donc on était quand même plusieurs semaines après la double vaccination. Les questions ont été lancées au gouvernement français, on attend les réponses. Donc, on attend de voir est-ce que les oiseaux avaient des signes cliniques, comment que le cas a été détecté, est-ce que c'était via la surveillance, on n'a pas d'informations encore sur ce cas-là, c'est en processus, mais ça va être très, très informatif pour voir si leur programme de vaccination fonctionne ou pas. Au niveau des essais, il y en a plusieurs pays qui participent à tester différents vaccins dans différentes espèces. Donc, vous avez les exemples ici, la France qui était responsable du canard, les Pays-Bas pour les pondeuses, le dindon en Italie, puis le canard était également testé en Hongrie. Comme je vous disais, les Américains aussi sont en processus. Nous aussi, on est en processus. Donc, il y a des choses qui vont éventuellement sortir de ces essais-là, voir si la vaccination est efficace à prévenir l'infection, puis idéalement prévenir l'excrétion. On s'attend évidemment à des impacts importants si on décide de vacciner. Je vous donne ici l'exemple des États-Unis qui ont fermé complètement les frontières avec la France suite à leur programme de vaccination, mais non seulement à la France, mais à toute l'Union européenne. Donc, eux argumentaient que leur système de traçabilité pourrait ne pas permettre de détecter la circulation du virus ou de la circulation des oiseaux vaccinés. Donc, tout est fermé au niveau des frontières avec les États-Unis. Au Canada, on a fermé les frontières en même temps qu'eux à la France seulement. L'industrie a demandé à ce qu'on ouvre des marchés par rapport à certains types de production, comme du dindon et du poulet de reproduction, qui provenaient de la France. Donc, ces processus-là de vérification et de permission est en cours. Je m'attends à ce que ça soit accepté. Donc, il y a des assouplissements qui vont venir par rapport à ces fermetures de frontières-là. Ce qui est supposé également, c'est que si les gens se mettent à vacciner, ont une certaine confiance envers la protection contre le virus, puis qu'ils se mettent à baisser la garde au niveau de leur biosécurité. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas ce qui est souhaitable parce que les mesures de biosécurité doivent demeurer les mêmes.
et vraiment prévenir l'exposition au virus. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une politique d'éradication de la maladie. Donc, même si un troupeau était vacciné et qui était démontré infecté, on passerait par le même processus qui a été discuté précédemment. Il y aurait un dépeuplement des oiseaux, il y aurait un processus de lavage, désinfection de la ferme, etc. Donc, c'est pas une situation nécessairement si simple que ça à gérer. On a évidemment des préoccupations par rapport à la surveillance si on vaccinait nos oiseaux parce que présentement, notre détection précoce se fait principalement par des appels des producteurs, des vétérinaires qui ont des oiseaux malades. Les signes cliniques sont tellement évidents que tout le monde appelle très, très rapidement, puis on peut intervenir rapidement sur la ferme. Si les oiseaux sont vaccinés, ne présenteront pas les signes cliniques de la même façon, ça va demander d'avoir une stratégie de surveillance et de détection beaucoup plus difficile à gérer et beaucoup plus laborieuse et coûteuse. Donc, il faut penser à cette logistique-là, qui va prendre les échantillons, comment ils vont être soumis, c'est quoi la capacité des laboratoires qui va devoir faire cette surveillance-là, puis qui va payer pour tout ça. On a parlé un petit peu tantôt que ça nous prenait aussi des technologies qui nous permettaient de différencier vaccinés et infectés. Donc, je vous l'ai imagé ici pour vous expliquer un peu le concept que si un oiseau est infecté, il va développer des anticorps pour plusieurs antigènes qui sont par rapport au virus, plusieurs éléments différents du virus qui vont développer des anticorps. La technologie d'IVA, qui est dans le fond différencier des animaux vaccinés et infectés et vaccinés, c'est très, très spécifique comme développement d'anticorps, donc ça nous donne une confiance que les anticorps qui ont été développés ne proviennent pas d'une infection antérieure. C'est un peu le concept général. Il faut s'assurer que le vaccin qui va être sélectionné puisse faire cette distinction-là. Donc, on en est où? Il y a un groupe de travail qui a été créé, on en a parlé tantôt, Ghislain y siège. Le groupe de travail comprend plusieurs personnes de plusieurs organisations, donc des vétérinaires, des universités, l'industrie avicole, des représentants, gouvernement fédéral, provincial. Puis vraiment, le but, c'est de faire un travail en profondeur, de voir c'est quoi la disponibilité des vaccins, est-ce qu'ils sont efficaces, c'est quoi les coûts-bénéfices de faire cette vaccination-là, comment on va mettre en œuvre cette stratégie de vaccination-là si on va de l'avant. C'est quoi les approches de surveillance? Donc, les approches de surveillance qui ont été établies par l'équipe de surveillance dans laquelle je suis. Donc, ces stratégies-là vont être présentées à la prochaine rencontre dans le but de faire travailler l'industrie pour établir les coûts. Ce serait quoi les coûts de faire cette surveillance-là pour qu'on puisse évaluer justement le coût-bénéfice associé? Fait que tout ça pour dire que c'est pas pour demain. L'outil principal de combat pour l'influenza aviaire présentement, c'est la biosécurité, c'est la prévention. C'est ça le message que je voulais vous passer. Les enjeux pour la vaccination ne sont pas simples, c'est pas un virus qui est facile à travailler, puis ça engendre des coûts potentiellement additionnels de faire aussi la vaccination. Donc, évidemment, tous les yeux sont tournés présentement sur la France. Tout le monde est en train d'apprendre en temps réel le grand laboratoire qu'ils ont créé. Donc, on va certainement en apprendre plus dans les prochains mois. Donc, des stratégies qui sont potentiellement disponibles pour nous. Est-ce qu'on vaccine en haute densité d'élevage? Vous avez la map de la vallée du Fraser. Est-ce qu'on va vacciner dans cette région-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va cibler des espèces plus à risque comme la France le fait? Ça sera toutes des choses qui vont être discutées avec le groupe de travail. Donc, plus d'informations vont vous être disponibles, mais ça ne sera pas du court terme. Alors voilà, c'était ma dernière diapo. Jean-Pierre. Présentement, autant en France, surtout au Mexique, ils ont des suivis sérologiques qui démontrent que souvent, il y a un manque d'observance dans l'application du vaccin. C'est ça qui est le premier problème. Donc, la viabilité d'une injection individuelle, on s'entend qu'au niveau de la main-d'œuvre et au niveau justement de ces contraintes-là pratiques, ça ne sera probablement pas une situation viable.